Bonjour, je m'appelle Marco Nuevo, je suis le directeur scientifique de CTF Europe et je veux vous souhaiter la bienvenue à cette masterclass Infer. Au nom de tous les patients, je tiens à vous remercier tout particulièrement pour l'intérêt que vous portez à l'ANF. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous donner quelques instructions concernant les questions-réponses. Alors, vous pouvez poser vos questions en utilisant la boîte de dialogue pendant la masterclass. Nous préférions que vous posiez ces questions en anglais. Mais si vous avez des difficultés à formuler vos questions en anglais, je vous conseille d'essayer d'utiliser des traducteurs en ligne tels que Google Translate avant de les poster dans la boîte de discussion. Et si cela n'est pas possible pour vous, veuillez le faire dans votre propre langue et nous ferons de notre mieux de notre côté pour les faire traduire en anglais. Profitez bien de votre masterclass. Bonjour, je m'appelle Eric Legus, je suis un professeur euh, l'hôpital Even et je vais vous présenter d'abord la biologie de Néphin et associée à les différentes anomalies. Et ensuite, nous avons enchaîné avec Christophe Glorion qui va traiter avec les options de traitement. Problème orthopédique dans la neurofibromatose de type 1 par le professeur Christophe Glorion et le professeur Éric Légis. On estime que 30% des personnes atteintes de la NF1 présentent des anomalies squelettiques allant de l'ostéopénie à la dysplasie tibiale et la pseudarthrose du tibia, du péroné, de la clavicule, ulna ou vers même une scoliose sévère. Tant les critères de consensus du NIH de 1987 que les critères révisés depuis font des lésions osseuses l'un des critères de diagnostic. Comme vous pouvez le voir ici, dans les critères de diagnostic révisés de 2021, des lésions osseuses distinctes telles que la dysplasie phénoïdale, l'arc antérolatéral du tibia ou la pseudarthrose d'un os long donnent droit à un critère de diagnostic. Une remarque s'impose, la dysplasie de l'aile sphénoïde n'est pas un critère distinct en cas de neurofibrome plexiforme orbitaire ipsilatéral. Alors, cette diapositive vous montre un neurofibrome plexiforme orbitaire associé à une dysplasie de l'aile sphénoïde ipsilatérale comme caractéristique isolée, non liée à la neurofibromatose de type 1, car aucune mutation de la NF1 n'a été détectée dans les globules blancs périphériques et il n'y avait aucun autre signe ou symptôme lié à la NF1 présent. Nous voyons ici une courbure tibiale et fibulaire congénitale d'une langue, du jambe, de la jambe gauche. Nous voyons ici une pseudarthrose qui s'est développée après une fracture du tibia et du péroné. Ici, nous voyons une pseudarthrose cubitale et ici, vous voyez une dysplasie de l'aile sphénoïde. Dans les prochaines diapos, nous aborderons la biologie de la NF1 et les anomalies osseuses. Le gène F1 est connu pour être un gène suppresseur de tumeurs, ce qui signifie que dans les tumeurs qui se forment chez les personnes atteintes de neurofibromatose de type 1 et qui sont liées à la neurofibromatose de type 1, nous trouvons un deuxième hit, une deuxième manifestation, une deuxième variante de pathogène dans la copie normale du gène NF1. Et cela a été démontré dans tous les différents types de neurofibromes, de gliomes, de tumeurs stromales gastro-intestinales et dans la neurofibromatose de type 1. Mais étonnamment, des caractéristiques non tumorales peuvent également être associées à l'inactivation biallélique du gène NF1. Cela a été démontré dans la courbure congénitale des os, avec ou sans pseudarthrose, et dans les tissus de scoliose dystrophique provenant d'individus NF1, et aussi dans les taches café au lait. On sait que l'inactivation biallélique du gène NF1 entraîne une augmentation de signalisation des kinases RAS-MAP. Nous voyons ici un schéma de la voie RAS-MAP kinase avec la membrane cellulaire et le récepteur du facteur de croissance inséré dans une membrane cellulaire.
S'il se lie à un facteur de croissance, il va se dimériser, activer ces protéines adaptatrices qui vont ensuite activer le RAS par la transition du GDP-RAS au GTP-RAS, donc du GDP au GTP, qui est la forme active du RAS, qui peut maintenant se lier au RAF et activer MEK ou ERK. Lorsque l'ERK phosphorylé est activé entre dans le noyau de la cellule, il va activer la transcription des gènes dépendant du kinase RAS-MAP. La neurofibromine est un régulateur négatif parce que c'est une protéine activatrice de RAS-GDP et qu'elle va stimuler une transition de RAS-GDP à RAS-GDP et donc inactiver cette voie et insérer une rupture dans cette voie. Lorsque cette rupture est absente, vous aurez trop de transitions uniques par cette voie. Des recherches sur des tissus provenant de pseudarthrose tibiale et également des tissus de scoliodystrophique ont montré que cette deuxième hit, deuxième manifestation ou mutation dans le gène NF1 indique une inactivation allélique du gène NF1 dans ces tissus avec une augmentation de kinase MAP-RAS et la signalisation de kinase MAPRAS en conséquence. Les recherches de notre propre groupe ont montré que l'inactivation biallélique du gène NF1 n'est pas seulement limitée au tissu pseudarthrosique, ici, à cet endroit, mais qu'elle est dispersée sur le tibia et peut également être trouvée dans le tissu périostique, ici, en proximal et en distal du site de la pseudarthrose, ce qui signifie que le deuxième hit, la deuxième mutation NF1, a pris naissance quelque part au cours de l'évolution du membre inférieur et qu'il est ensuite distribué sur le tibia. Mais la pseudarthrose se développe généralement à cet endroit, là où la courbure est la plus sévère, ce qui indique que des facteurs locaux provoquent un certain stress sur cette région qui, en combinaison avec la deuxième mutation, deuxième hit du gène NF1, provoque la courbure et la pseudarthrose. Ainsi, le second hit du gène NF1 n'est pas suffisant en soi pour provoquer une pseudarthrose et certains facteurs locaux supplémentaires doivent être présents pour obtenir la pseudarthrose ici, sur ce site. Il y a une influence du neurofibrome plexiforme sur l'os adjacent sous-jacent et les neurofibromes paraspinaux sont fréquemment associés à un risque accru de scoliose et les chances sont 6 fois plus élevées et dans 63% des scoliodystrophiques, il y a un neurofibrome paraspinal associé, ce qui montre l'influence du neurofibrome sur l'os adjacent. Le groupe de recherche de Florent Eleftheriou a montré en 2014, dans un modèle de souris, que les cellules ostéoprogénitrices présentant une inactivation bellélique de NF1 démontraient une activation MEK, donc des gènes favorisant l'accumulation de pyrophosphate inorganique, ce qui entraîne une inhibition de la minéralisation osseuse. Récemment, ils ont étudié des neurofibromes recouvrant des anomalies osseuses, à la fois dans le modèle de la souris et chez l'homme, et ils ont pu montrer que ces neurofibromes présentent également une perte d'activité du gène NF1 et que cela entraîne également une activation des gènes favorisant l'accumulation de pyrophosphate inorganique et l'inhibition de la minéralisation osseuse. Alors, ils ont donc trouvé un mécanisme par lequel les manifestations squelettiques associées au neurofibrome dans la NF1 peuvent être expliquées. Dans cette diapo, vous voyez une scoliose-spinale thoracique progressive chez un individu de 13 ans. Et cette scoliose est associée à un neurofibrome plexiforme paraspinal, comme nous l'avons vu précédemment. Et ici, vous le voyez dans une reconstruction 3D de la tomographie des corps vertébraux. Vous voyez ici un neurofibrome plexiforme de la hanche gauche, du fessier et de la région fémorale supérieure.
Et ce neurofibrome plexiforme a été traité pendant 12 mois avec un inhibiteur de MEK. Et vous voyez ici l'effet bénéfique du traitement par inhibiteur de MEK sur la taille du neurofibrome plexiforme. D'autre part, ils ont également mesuré la densité minérale osseuse de la hanche totale et du col du fémur de ce côté et l'ont comparé à celle des témoins. Une augmentation de la densité minérale osseuse après 12 mois de traitement par inhibiteur de MEK a été constatée. Et ici, ils ont examiné la différence entre la jambe gauche et la jambe droite avant le traitement par inhibiteur de MEK par rapport aux témoins. La jambe gauche présentait une densité minérale osseuse plus faible et ici, cette différence entre la jambe gauche et la jambe droite est beaucoup moins prononcée, ce qui montre l'effet bénéfique du traitement par inhibiteur de MEK sur le myofibrome plexiforme et sur la densité minérale osseuse des structures osseuses sous-jacentes. Un neurofibrome plexiforme sur un membre peut également être associé à une croissance excessive. Ici, nous voyons un neurofibrome plexiforme affectant le membre inférieur gauche du tibia jusqu'à vers le pied. Et ici, vous voyez la différence de taille entre le diamètre de la jambe droite et de la jambe gauche. Et sur cette image, ici, vous voyez qu'il y a une surcroît de croissance du tibia à gauche par rapport au côté droit. Nous allons maintenant discuter de la présence de fibromes non nocifiants chez les enfants atteints de neurofibromatose de type 1. La combinaison de multiples taches café au lait et de multiples fibromes non nocifiants a été signalée dans le passé comme le syndrome de Jaffe-Campanacci. Mais la publication présentée ici, dans Genetics in Medicine, a souligné que la plupart de ces cas présentaient une variante inactivante hétérozygote dans le gène NF1 et sont en réalité des cas de neurofibromatose de type 1. Dans la partie inférieure de la diapo, vous voyez un exemple de fibrome non ossifiant qui a conduit à une fracture pathologique. Lorsqu'une fracture pathologique guérit, les tissus kystiques sont éliminés par curetage et remplis de greffons osseux. La fracture est ensuite stabilisée par ostéosynthèse. Et ici, donc ici, vous voyez le résultat après le curetage de tout le matériel d'ostéosynthèse et vous voyez aussi la guérison de l'os. En l'absence de fractures pathologiques, la plupart de ces fibromes non ossifiants ont tendance à guérir spontanément avec le temps, une fois que la poussée de croissance a cessé. Ces fibromes non ossifiants sont très fréquemment situés dans le fémur distal et dans le tibia proximal et sont étroitement associés à la plaque de croissance. Vous pouvez le constater ici. Les granulomes, les cellules géantes mandibulaires, sont une autre prolifération tumorale bénigne de l'os. Les granulomes à cellules géantes de la mâchoire sont plus fréquents chez les individus atteints de NF1 que dans la population générale. Vous voyez ici, publication, examinant un granulome à cellules géantes de la mâchoire inférieure. Vous pouvez voir ici que le granulome affecte l'os et entraîne une résorption osseuse nette. Vous pouvez également le voir ici, la résorption osseuse. Et le tissu granulomateux est constitué de cellules de type fibroblastique qui sont en fait des ostéoblastes et des cellules géantes multinucléées, des ostéoclastes. L'analyse du tissu granulomateux resséqué a révélé un deuxième hit donc dans le gène NF1, donc l'inactivation bellélique de la NF1 dans les cellules ostéoblastiques. On suppose que les cellules de type ostéoblaste, avec un second hit, une seconde mutation à l'extrémité d'un gène, ont une biologie plus immature et forment moins d'os. Et d'autre part, elles sécrètent certaines cytokines locales qui attirent les ostéoclastes et les hyperactivent, ce qui entraîne une résorption osseuse nette.
Ici, vous voyez une publication du groupe de Juha Peltonen de Finlande. Ils ont étudié des radiographies de la mandibule et du maxillaire d'un certain nombre de patients, 29 femmes et 26 hommes, atteints de neurofibromatose de type 1 et ont montré une dysplasie sémentaire périapicale uniquement chez les femmes adultes atteintes de NF1, mais n'ont pas trouvé de cas chez les hommes atteints de NF1. Nous pensons que cette dysplasie périapicale du sément pourrait être une manifestation mineure et qu'elle est comparable au granulome à cellules géantes que j'ai présenté dans les diapos précédentes et que cette dysplasie périapicale du sément n'est qu'une manifestation mineure, caractéristique de ces granulomes à cellules géantes plus sévères de la mâchoire. Nous aimerions maintenant présenter quelques données sur les anomalies du crâne chez les personnes atteintes de neurofibromatose de type 1. Dans cette élégante étude de Nikki Ulrich de Boston en 2013, 416 enfants NF1 ont été étudiés par imagerie. Ils ont trouvé une dysplasie de l'aile sphénoïdale dans 15 de 416 cas, mais ils ont aussi trouvé des anomalies de la calotte du crâne chez 12 individus. Ils ont aussi trouvé que 6 de ces 12 enfants présentaient une anomalie du crâne avaient une dysplasie de l'aile sphénoïdale. Ils ont donc un chevauchement, il y a donc un chevauchement entre les deux, mais cela montre qu'au moins 3% des enfants atteints de la NF1 ont une anomalie du crâne, comme vous pouvez le voir ici, là et là, et là également. Ici, vous le voyez chez un patient diagnostiqué à l'âge de 8 ans et ici plus tard à l'âge de 17 ans, où le défaut du crâne s'est agrandi, ce qui pourrait être une indication d'un état progressif. Je vous présente ici deux personnes de notre propre clinique de neurofibromatose. Et vous voyez que le patient de gauche a un défaut osseux, ici, à l'arrière de la tête, en association avec le neurofibrome plexiforme recouvrant le défaut osseux. Vous pouvez également le voir ici, c'est une reconstruction 3D qui a été réalisée dans le cadre d'une scoliose cervicale nécessitant un traitement. Sur le côté droit, vous voyez une encéphalocèle dans la région occipitale à cause d'un défaut ici dans l'os occipital. Les tumeurs glomiques des extrémités des doigts font également partie du spectre phénotypique de la neurofibromatose de type 1. Elles sont plus fréquemment observées chez les femmes que chez les hommes. Et il s'agit de petites tumeurs localisées à la phalange distale du doigt et pas généralement visibles à l'inspection. Parfois, une tumeur glomique peut être associée à un ongle anormal, comme vous pouvez le voir ici, ou à une petite décoloration rougeâtre ou à un petit gonflement, que vous pouvez le voir ici et là. Ici, vous voyez le gonflement, la décoloration et un ongle dystrophique au même endroit. Mais encore une fois, on ne voit pas généralement pas d'anomalie au niveau de la phalange distale. Mais ces tumeurs glomiques provoquent une douleur localisée au bout des doigts et la douleur est très localisée. Elle est généralement pire en hiver et s'améliore quand on réchauffe le doigt. Elle est observée chez 5% des adultes, ce qui signifie que le risque de contracter l'une de ces tumeurs au cours de la vie est environ 5% chez les adultes et qu'elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et peut être facilement traitée par résection chirurgicale. Une tumeur glomique est en fait une tumeur des cellules musculaires lisses d'un faisceau qui sert à la régulation thermique des phalanges distales. Lorsqu'il fait froid, le vaisseau s'ouvre et le sang est court-circuité et ne passe pas par le bout du doigt, comme c'est le cas en hiver et en été. Lorsqu'il fait chaud, le vaisseau se ferme et oblige le sang à s'écouler par le bout des doigts pour que la personne puisse perdre un peu de chaleur par le bout des doigts. Mais lorsque ces cellules musculaires lisses qui entourent ce vaisseau sanguin forment une tumeur et que le vaisseau sanguin s'ouvre,
Le sang qui s'écoule dans le vaisseau va, avec la tumeur, provoquer une pression sous l'ongle du doigt, entre et le doigt et la phalange distale, et provoquer une douleur lancinante. L'analyse de ces cellules glomiques a montré qu'elles présentent également un second hit, hein, donc deuxième mutation, le gène NF1, et, et ces tumeurs font partie intégrante du phénotype de la NF1. Il est très important de le reconnaître et de demander aux personnes concernées si elles ont mal au bout des doigts, car il n'y a généralement pas de neurofibrome ou rien d'autre à voir, et les adultes ne font généralement pas le lien entre la douleur au bout des doigts et tout ce qui pourrait avoir un rapport avec la neurofibromatose de type 1. Le professeur Glorion va maintenant continuer avec les aspects cliniques et le traitement de scoliose dystrophique et pseudarthrose tibiale. La déformation de la colonne vertébrale dans la neurofibromatose de type 1. Je vais vous présenter les aspects, l'évolution et les possibilités de traitement. Il existe de nombreux problèmes qui expliquent pourquoi les déformations se produisent dans la NF1. Nous allons présenter chacun d'entre eux. L'os est dystrophique car il y a une ectasie durale et probablement le neurinome en est la cause. Vous pouvez observer le festonnage et les côtes qui sont très fines. Les courbes sont courtes et la déformation sagittale, qui est la plus présente, est ici la kyphose. La luxation rotatoire peut être la déformation est la plus importante et elle est très dangereuse pour le cordon. L'ectasie durale est probablement la principale explication de la dystrophie. C'est un problème, car vous observerez un relâchement de l'os et après la chirurgie, un relâchement du greffon. Les neurofibromes sont présents dans le canal, autour du canal ou comme sur cette tomodensitométrie dans le thorax. L'évolution rapide de la déformation est due à la dystrophie. Et vous pouvez y observer l'évolution en 2 ans. Nous avons appris avec la présentation académique qu'il était nécessaire de faire une chirurgie précoce avec une fusion antérieure et postérieure et une révision de la greffe. Regardez l'évolution très rapide de cette fille qui est très jeune. Nous effectuons une fusion antérieure et postérieure avec une bonne correction de la courbe et de l'équilibre. 2 ans plus tard, nous constatons une récidive de la déformation et il y a une fusion. Il y a une mauvaise évolution 6 ans plus tard avec un déséquilibre important et des douleurs. Nous avons réalisé une fusion étendue par une approche postérieure, une instrumentation et une fusion. Pour le cas de ce garçon, nous avons fait une chirurgie complète à 11 ans avec une fusion antérieure et postérieure, mais trop courte. À 20 ans, ici, on peut observer la luxation rotative et il avait des douleurs et une déficience neurologique.
Après une traction par halo, nous avons réalisé une fusion postérieure avec de bons résultats pour ce qui est de la douleur et de l'évolution neurologique. Il a maintenant 27 ans, mais l'évolution n'est pas très bonne avec des problèmes neurologiques à cause de l'ectasie durale. Notre approche actuelle consiste à prévenir la progression, à garder un bon équilibre, à essayer de réduire la dystrophie et à prévenir la dislocation rotatoire. Cette fille a subi une fusion antérieure il y a seulement 4 ans qui n'a pas permis de contrôler l'évolution, ce qui est très, très important. Après un mois de traction par halo, nous corrigeons un peu la déformation pour préparer la chirurgie postérieure. La chirurgie a été faite avec 2 points de fixation, proximal et distal, avec une tige sous la peau. Il y a un aspect post-opératoire. Vous pouvez observer que c'est une neurofibromatose sévère avec neurofibrome cutané. Vous pouvez voir les 2 approches cutanées. L'équilibre n'est pas si mauvais. 2 ans plus tard, elle est revenue et nous avons terminé avec la 2e tige. Regardez l'évolution du visage. 9 ans plus tard, elle est revenue avec des douleurs au dos car la tige s'était cassée. Elle a été opérée et nous avons terminé le dispositif et elle a eu une nouvelle greffe. Voici son aspect à 20 ans. Nous avons fait une révision de ce cas. Et nous nous penchons sur 18 patients dans cette révision et nous pouvons dire maintenant qu'avec cette approche, nous pouvons prévenir la progression et nous pouvons garder un bon équilibre sagittal. La dystrophie semble être contrôlée, peut-être à cause de la distraction. Nous pouvons prévenir la dislocation rotative et la fonction thoracique reste stable. La déformation cervicale est fréquente. Voici le cas d'un garçon et qui est venu me voir à l'âge de 14 ans, mais je l'avais déjà examiné à l'âge de 3 ans parce que la déformation était tout au début. Il a été perdu pendant le suivi. Regardez les aspects avec la côte supérieure gauche, très typique, la colonne vertébrale avec déformation cervicale. Il est, je pense, à ce moment impossible de faire quelque chose sans grand risque. Quant à ce garçon, il est venu me voir à cause d'une anomalie de la clavicule droite. Nous avons fait un contrôle radiographique de la colonne cervicale qui était syphotique avec une dystrophie très basse et l'IRM a montré un gros neurinome.
La déformation est probablement due à la dystrophie et au neurinome. Nous avons effectué une réduction graduelle de la syphose par halo. Nous avons fait une approche postérieure avec excision du neurinome et fusion postérieure. La deuxième fois, une fusion antérieure avec un greffon tibial a été réalisée, mais nous avions oublié de faire la fusion proximale. Un mois après le retrait de l'immobilisation, nous avons constaté la récurrence de la déformation et du problème neurologique. Nous avons donc réalisé une fusion occipito-cervicale avec de bons résultats. Notre dernier cas est celui d'une fille avec un énorme neurofibrome thoracique. Ici, il y a l'aspect du tronc qui n'est pas si mauvais. Vous voyez le dos plat et vous pouvez observer la déformation cervico-thoracique gauche. L'aspect radiologique montre une déformation très importante, une syphose cervicale, une lordose thoracique et une scoliose. Et les côtes, elles sont très fines. Les scanners montrent un très gros neurinome dans la cavité thoracique gauche. Nous avons réalisé une instrumentation sans greffe avec une fixation proximale et distale, mais la déformation continue avec une syphose jonctionnelle et nous avons fait une fixation proximale. La déformation de la colonne vertébrale est un problème important dans la neurofibromatose de type 1. Je vous ai montré le cas très problématique, mais vous comprenez que pour l'avenir, ceci pourrait présenter de vrais défis. Merci beaucoup pour votre attention. Dans la NF1, la pseudarthrose congénitale ou la courbure congénitale sont les principales présentations des problèmes de membres. La jambe est la localisation la plus importante, mais l'avant-bras peut aussi être affecté. Le traitement de la pseudarthrose congénitale du tibia reste un défi malgré les nombreuses procédures chirurgicales en place, donnant des résultats qui varient énormément. L'exemple d'un cas de courbe congénitale avec dystrophie importante et courbe antérolatérale. La dystrophie, qui est une compensation, s'est cassée et 7 interventions chirurgicales ont été nécessaires pour obtenir ces résultats. Notre ancienne technique principale était la greffe tibio-fibulaire et le clou. Dans cet exemple, la dystrophie est très distale et importante. Le clou donne l'alignement. Le pied est inclus, car la partie distale est très petite et la greffe se situe entre le tibia et le péroné. Vous voyez qu'après 7 ans, que les résultats ne sont pas si mauvais. Mais
une nouvelle fracture est apparue car cette dystrophie est restée. Donc, nouvelle ostéosynthèse avec enclouage intramédulaire et nouvelle greffe. La consolidation a été difficile à obtenir et vous voyez qu'après plus de procédures, la fusion a été obtenue avec un clou, mais le pied est inclus et la fonctionnalité n'est pas si bonne. Une autre approche consiste à utiliser une fixation externe et un enclouage intramédulaire, mais ce n'est pas une procédure facile, elle est très longue et les résultats ne sont pas meilleurs. La greffe fibulaire vascularisée est une procédure très exigeante et il n'est pas possible d'utiliser facilement un clou central pour protéger l'os. Notre technique actuelle est celle d'Alain-Charles Mesquelet avec le principe de la membrane induite. Nous faisons la description de cette technique. Le principe est d'enlever toute la partie dystrophique lors de la première chirurgie. L'un des principaux problèmes est qu'il n'y a pas de périoste autour de cet os. L'ostéosynthèse est réalisée avec un enclouage intramédulaire et un espaceur en métacrylate de méthyle est inséré dans la perte osseuse. Voici les résultats post-opératoires avec les broches de Kirchner et qui peuvent être télescopiques, la fixation du péroné et l'espaceur qui va du tibia au péroné. Après la chirurgie, nous avons appliqué un plâtre et 2 mois plus tard, l'enfant retourne au bloc opératoire pour la greffe. Voici l'approche et vous pouvez voir le métacrylate de méthyle. Il s'enlève et vous pouvez voir les 2 extrémités de l'os, l'enclouage et la membrane induite qui ont la capacité d'obtenir une bonne fusion avec le greffon. Le greffon est prélevé dans le bassin et vous pouvez voir comment il est inséré dans la perte osseuse. Dans cet exemple, vous pouvez voir une dystrophie très importante, une partie distale courte du tibia et les résultats après la première étape de l'élimination de la pseudarthrose, l'ostéosynthèse et de l'espaceur. Le greffon de spongieux et la fusion qui a été obtenue après 4 mois. 2 ans plus tard, il y a une bonne fusion du tibia à noter avec une petite courbure intérieure. Après 6 ans, le tibia est beau, mais il y a un raccourcissement comme d'habitude. Un autre cas grave avec une importante dystrophie distale. Après la première étape, la fusion est réalisée à 6 mois et on regarde la croissance du tibia et la fusion est très belle. Très beau résultat à 7 ans. Parfois, la correction de la courbe
peut guérir seul si la dystrophie n'est pas trop importante. La protection d'un appareil orthopédique est très importante, comme dans tous nos traitements pour ce genre de cas. Vous pouvez voir qu'à 4 ans, la correction est bonne, car les plaques de croissance sont efficaces et la dystrophie est petite. À 8 ans, vous voyez les résultats cliniques. La protection est toujours nécessaire et doit être longue. La résection, la greffe après la membrane inductrice semble être une bonne technique, mais la situation présente toujours un défi. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Euh, J'espère que vous avez beaucoup d'apprécié ces conférences très intéressantes. Nous avons quelques questions qui nous viennent du public. La première vient de Eva Trevisan qui nous pose la question. Bon, à part celle affectant le tibia, quelle est la fréquence de pseudarthrose osseuse de l'ulna, par exemple? Très infréquent, un cas sur 100, tandis que pour le tibia, peut-être 5% de tous les enfants atteints de NF1. Soit qu'il y a une courbure, une pseudarthrose du tibia ou du péroné. Et c'est beaucoup moins fréquent pour l'ulna. Ensuite, une deuxième question de Armel Pindon. Y a-t-il un traitement à base d'agents biomorphiques ou d'agents anaboliques appliqués au site chirurgical de réparation de fractures chez les enfants atteints de NF1? Peut-être que Christophe pourrait répondre à ces questions. Christophe, on ne vous entend pas. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, y a-t-il un traitement à base d'agents biomorphiques ou d'agents anaboliques appliqués au site chirurgical de réparation de fractures chez les enfants atteints de NF1? Des agents biomorphiques ou d'agents anaboliques? Des agents? Je ne comprends pas de quoi il s'agit, répond M. Ligis. Des PNP, dit professeur Glorion. Oh, je pense qu'il y a 10 ans, ça a été utilisé. On a essayé, mais ça ne s'est pas avéré utile. Ou peut-être il y a 15 ou 20 ans même. À l'époque, on avait commencé donc des nouvelles techniques de membrane. Et on a constaté que le facteur de croissance présent sur ces types de sites chez les enfants, on ne voulait pas se servir de BNP, car cela peut provoquer d'autres difficultés, d'autres troubles. En fait, c'est une question, car dans votre présentation, on parle de beaucoup d'interventions chirurgicales pour les questions osseuses, dans le cas de NF1. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques aperçus sur autres types de thérapies qui sont développées actuellement? Ou est-ce que c'est uniquement l'option chirurgicale qui s'impose et les autres modalités ne sont pas vraiment étudiées? Malheureusement, l'évolution donc rachidienne ne vous permet pas de voir d'autres solutions. L'évolution, le progrès de Chine, au départ, ont cherché à intervenir de manière assez agressive. Mais parfois, on peut voir, après 6 mois, certaines déformations de l'ordre de 50 degrés jusqu'à même 80 degrés
avec donc dislocation rotatoire. Et on cherche à, bien sûr, contrôler ce progrès, mais il n'y a pas d'autre solution à part l'intervention chirurgicale. Et maintenant, nous estimons qu'avec une fixation postérieure, on peut attendre, on fait davantage d'interventions chirurgicales. Auparavant, bon, c'était pas tout à fait la même chose. Mon autre question, toujours sur les différentes thérapies, de Armel Pandon. Devons-nous certainement nous pencher sur la carence de vitamine D chez les patients NF1? Bon, une bonne question. Je ne sais pas, en toute honnêteté, comment vous répondre. Je ne sais pas si des suppléments de vitamine D aura un effet à la fois sur la minéralisation osseuse. On a démontré qu'il y a un rapport, en effet, entre NF1 et la carence de vitamine D. Et on a pu aussi démontrer qu'il y a un rapport entre le nombre de neurofibromes cutanés et la faible présence de vitamine D, la carence. Donc, c'est un rapport inverse, en fait. Mais à ma connaissance, on n'a jamais démontré qu'un supplément chronique va améliorer ces conditions de personnes atteintes de NF1. Il y a différentes études qui devraient être entreprises pour voir si, en effet, il y a un effet. Mais c'est une excellente question. Mais à ma connaissance, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Merci. Oui, mais nous avons la même approche. J'ai un chirurgien qui fait partie de mon équipe, qui toujours donc offre la vitamine D. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est impossible à dire si c'est utile ou non. Bon, merci beaucoup. Une question de Luigi Ballastina. À quelle fréquence devons-nous examiner la longueur des jambes et quand devons-nous intervenir via des semelles correctrices ou plutôt par intervention chirurgicale? Oui, bon, c'est un problème, car si on obtient une fusion, on ne va pas recommander cette technique d'intervention pour rallonger la jambe. Et on peut peut-être avoir 4 ou 5 centimètres. Et si vous arrêtez la croissance de l'autre os à l'âge qui est bon, acceptable mais pour cette longueur. Oui, ça correspond à ce que nous avons constaté. Dans le cas de ceux d'arthrose, vous effectuez une intervention chirurgicale, vous avez accès au tissu en dessous et en dessous du site sur l'arthrose, où il y a justement le second hit, la seconde mutation du NF1, du gène NF1. Dès que vous avez le fusion, bon, je comprends qu'en tant que chirurgien, vous ne voulez pas retoucher l'os en question, car vous savez que c'est très fragile et même au-dessus ou en dessous du site de l'arthrose, ça ne va pas pouvoir donc se cicatriser comme un os normal. Donc, je crois que c'est une bonne modalité, une bonne approche de cibler l'autre jambe plutôt que celle où vous avez déjà investi beaucoup d'énergie pour obtenir une bonne fusion et ne voulez pas euh, retoucher cette dot. Donc, c'est une excellente question. Merci. Une question de Simon Perrin. Et quels sont les facteurs locaux qui causent le développement de la pseudarthrose en plus de l'inactivation bialléique du NF1? C'est une question pour moi. Dans la période prénatale, il y a une espèce de tension sur le tibia.
Donc, il y a toujours un petit peu de courbure sur le tibia, sur la position de la jambe. Et lorsqu'il y a un deuxième hit, dans la jambe. Alors, cette courbure se passe normalement dans le deuxième tiers de la jambe parce que cette partie de la jambe est beaucoup plus faible. C'est important donc de voir ce positionnement et aussi les facteurs qui sont associés à l'alimentation sanguine. Parce que la région du site de pseudarthrite que le docteur Glorian, lui aussi, il peut commenter. Là, c'est un domaine de bassin où il y a la vascularisation qui n'est pas aussi importante, hein, ou comment dire, elle n'est pas aussi bonne. Et il y a probablement d'autres aspects hein, qu'on ne connaît pas encore et qui peuvent jouer un rôle dans l'homéostase de l'os. Donc, et c'est nécessaire, mais pas suffisant à cause de la courbature de la pseudarthrose. Il y a d'autres courbes dans le squelette des os qui devraient avoir un deuxième hit au cours du développement, mais on ne voit jamais une pseudarthrose. Donc, c'est limité à l'ulne et au tibia, mais ça est également, ça existe dans d'autres os, mais on ne voit pas de problème dans ces autres os. Il y a donc des facteurs locaux qui sont également importants. Il y a seulement quelques-uns de ces facteurs que nous connaissons, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qu'on ne connaît pas encore. Il y a beaucoup de recherches qu'il faut encore faire par des scientifiques jeunes. Merci. On a une autre question très longue de Claudia Santura. Et elle parle de l'importance des études qu'on a fait sur l'histoire naturelle. Et cela peut changer à cause du plexiforme concurrent adjacent. Et est-ce qu'on peut s'attendre à un taux de croissance de l'os, par exemple? J'ai vu l'exemple et je pense qu'il nous faut davantage d'études. C'est seulement un cas, mais cela illustre que lorsqu'on traite les neurofibromes plexiformes, sont ceux qui sont localisés proches de l'eau et de l'os et qui affectent la minéralisation de l'os. Je pense que c'est très important de faire davantage d'études chez l'enfant avec et qui souffre de ces neurofibromes plexiformes. Il ne faut pas seulement se focaliser sur le volume du neurofibrome. Je pense que c'est une très bonne question et dans l'avenir, lorsqu'on a des patients qui présentent cette condition, je pense qu'il faut se pencher là-dessus et recueillir les données des études pour voir si cela pourra faire une vraie différence. Pour autant que vous sachiez, concernant les abnormalités de l'os, est-ce que vous savez si des recherches sont faites dans d'autres endroits du monde? Non, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a fait les rapports de ces mesures. Je sais qu'il y a des études qui couvrent un aspect cognitif et aussi de comportement pour voir si cette voie puisse avoir un effet sur le comportement. Mais j'ai seulement trouvé une seule étude où on s'est penché sur l'os. Peut-être qu'on devrait également se pencher sur les autres cas pour voir s'il y a un traitement de ce neurofibrome plexiforme pour diminuer l'effet du neurofibrome sur l'os adjacent. Cela doit être étudié et parce que c'est tellement important que ces études se fassent, j'ai mis cette diapositive dans ma présentation.
Et puis, il y a une question qui provient de Svetlana Volgina. Je vous demande de parler très lentement parce que je pense que votre question doit être traduite vers le russe. Elle dit, dans quelle mesure ou à quel âge est-ce que la chirurgie devrait être faite, hein? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une chirurgie, hein, pour une scoliose sévère? Et quel type de réhabilitation existe-t-il pour les enfants avec scoliose sans chirurgie? On peut dire que pour la chirurgie, on peut commencer après 5 ou 6 ans et avant, je vous ai montré, on a essayé d'essayer de combiner 2 chirurgies, hein, pour obtenir les meilleurs résultats, mais ce n'était pas toujours le cas. Le programme maintenant est plus progressiste et on sait qu'il faut faire 3 ou 4 chirurgies. L'opération n'est pas toujours nécessaire parce que dans la neurofibromatose, il y a 2 types de scoliose. Il y a la scoliose dystrophique, dont je vous ai démontré, dont je vous ai fait un exemple, mais parfois il y a la scoliose sans dystrophie et alors là, l'évolution est idiopathique, hein. Et c'est toujours le cas et c'est important pour le noter. Donc, on ne le voit pas toujours dès le début. Il faut voir comment est l'os. Il faut faire un IRM parce qu'il faut voir s'il y a une ectasie durale et un neurofibrome. Et puis, il faut avoir un rendez-vous de suivi. Et puis, après 6 ans, non, pardon, tous les 6 mois, il faut vérifier. Et si vous voyez une évolution rapide, il faut de nouveau faire un contrôle, une vérification. Il faut et puis, il faut corriger la déformité avec un appareil orthopédique si c'est possible. Mais vous pouvez commencer la chirurgie dès ce moment-là. Pour la réhabilitation avec cette technique, ça ne prend pas trop de temps. Ça prend à peu près entre 1 mois et 1 mois et demi. Merci Christophe. On est arrivé à la fin de notre webinaire. Il y a plus de questions de l'audience. Mais moi, j'ai une question brûlante. Et cette question, c'est dans quelle mesure est-ce que le suivi du tissu dans l'os est fait? Dans quelle mesure c'est fait? En effet, il s'agit d'un suivi clinique, hein. C'est-à-dire un enfant qui vient pour un rendez-vous de suivi sera examiné. On va examiner la courbure des membres, la courbature des membres, mais on fait aussi un examen pour détecter la scoliose. Et on voit ces enfants de manière routinière tous les 6 mois, d'autres les voient tous les années. Et on est toujours surpris que dans certains cas, la scoliose évolue très vite, hein. Parce que ça commence avec un dos tout à fait normal, mais puis après 2 ans ou même seulement 1 année, la scoliose est très importante. C'est donc très important que les enfants qui souffrent de NF1 ont des examens fréquents parce qu'il faut faire des examens cliniques et lorsqu'il y a un doute, hein, il faut faire des radiographies. Il n'y a pas de raison pour faire des radios si l'aspect physique est tout à fait normal. Donc, seulement un examen par radio s'il y a vraiment un doute clinique, une suspicion clinique. Un grand merci
pour cette analyse et merci à l'analyse pour à l'audience pour toutes les questions que vous avez posées. Le webinaire est terminé. Merci Eric et Christophe pour être parmi nous et j'espère de vous revoir bientôt lors du webinaire suivant. Regardez sur notre site web, il y a toujours des mises à jour sur ce webinaire et sur le site web, vous voyez aussi un lien vers le canal où vous pouvez écouter tous les masterclass du passé sont affichés dans les 7 langues. Un grand merci et on espère vous revoir bientôt.